Nos avocats nous disent que tout est beau. Nous parlons avec Rémi Villemur, notre chroniqueur. Rémi, bonjour. Bonjour. Veux-tu me parler de Valérie Plante? Non, c'est pas ça. OK, écoute, les manifs pro-palestiniennes, parce que je pensais que tu voulais me parler de Bokra Manaï, parce que je veux t'entendre là-dessus. Tu veux me parler des manifs pro-palestiniennes qui dérapent, mais écoute, on a une responsable à la ville de Montréal de la lutte au racisme qui est juge et parti, qui se promène dans les manifestations avec un T-shirt à l'effigie du drapeau palestinien et qui est allé applaudir Adil Sharkawi qui disait que Allah doit punir tous les ennemis de Gaza. Ouais, bon, est-ce qu'elle l'a applaudi? Je sais pas, mais elle était là. Oui. Elle était là. Puis, tu sais, la semaine passée, tôt, vendredi matin, on a commencé, je pense que c'est Mario Dumont là, qui a réalisé ça. Il dit, elle est où, elle? Avec son salaire à 6 chiffres, puis son poste, c'est le racisme, commissaire au racisme et aux discriminations. Je veux dire, les écoles juives se font tirer dessus. Il me semble que ça serait comme le moment de sortir. C'est comme ton Q, là, mademoiselle. Oui. Et là, finalement, elle est sortie avec une publication. Je trouve qu'on n'en a pas beaucoup parlé de sa publication. L'ordre des mots, c'est très important. Elle a dit « Je voudrais dénoncer les actes et comportements islamophobes et antisémites. » Là, tu te dis « Écoute, ça ne tenterait pas de mettre antisémite avant, mettons. Juste voir, là, tu sais. Oui. Tu sais, c'est ça leur fait mal dans la bouche, en fait. Ils iront pas jusqu'à le dire avant qu'ils soient forcés de le faire. Puis il faut cogner, puis il faut leur dire « Hey, t'es obligé. » Puis Valérie Plante, d'après moi, elle lui a mis de la pression. Parce que la madame, elle voulait pas. Puis le lendemain, elle est allée recevoir un prix dans une association musulmane samedi. C'est pas sorti dans les médias. Mais je pense qu'en fait, tu sais, elle devait se dire « J'ai pas envie de m'expliquer toute la journée demain. » J'ai pas envie parce qu'il doit y avoir quand même des gens là-dedans qui sont contre l'État d'Israël, qui étaient parmi les gens qui assistaient à ce gala-là. Et donc, c'est pour ça qu'elle a mis islamophobe avant antisémite. Je reconnais qu'il doit y avoir en ce moment des actes islamophobes, mais franchement, ça n'a aucun rapport avec ce que les Juifs subissent. Absolument pas, là, tu sais. Puis dès qu'on parle d'antisémitisme, on se sent l'obligation de dire, il y a aussi des actes contre les musulmans. Non, actuellement, c'est la communauté juive qui est attaquée. Et les tensions sont tellement élevées. Écoute, je reçois des amis à souper ce soir et j'ai envoyé un message en disant, on ne parle pas, il y a une règle. C'est vendredi soir, on parlera pas de la situation entre Israël puis Gaza parce que on devient craqué. Puis je sais pas, tu sais, des fois je rencontre des gens puis je pense qu'ils pensent comme moi, puis finalement ils pensent pas pantoute comme moi. Puis là on se pogne, puis on devient craqué. Fait que je dis regarde, on va parler de tout sauf de ça. Parce que je vais avoir une belle soirée ce soir. Oui, puis quand ça vient de toi, Richard, en plus, qui est quand même le gars qui est game de parler d'à peu près n'importe quoi, là, c'est parce que effectivement, c'est très tendu. Puis tu sais, c'est un conflit... c'est un conflit qui nous regarde pas. Hein. Je veux dire, à la base, au Québec, là, on est touché parce que le récit des événements à partir du 7 octobre est absolument... Ça vient chercher tout le monde. Mais à la base, ça ne nous regarde pas. Puis c'est pour ça que j'ai eu ce sentiment-là. L'autre jour, je me réveille. Bon, lendemain de veille parce que Carl Tremblay est mort. Hein? Donc, on parle de jeudi matin. Et là, j'apprends à 6h30, 6h45, parce que moi, je me réveille à 4h, je vais faire du jogging, c'est pas vrai. Donc, je me réveille et là, je vois que le pont Jacques-Cartier est bloqué vers Montréal. Et là, mon premier réflexe, je dois peut-être être naïf ou mal informé, mais je me suis dit, ce sont des employés du secteur public qui s'en vont mettre de la pression sur le gouvernement. Ben oui, moi, je pensais ça. Je me suis dit, c'est ça. Après, je suis allé préparer mes affaires et là, je suis revenu. Puis là, la nouvelle s'était renouvelée. Et là, non, on apprend que ce sont des jeunes qui sont pro-palestiniens et qui bloquent l'accès au pont. Et là, tu te dis, tabarnouche! Ce sont probablement des jeunes de gauche, parce que, des jeunes de gauche qui défendent Israël en ce moment au Québec, et il n'y en a pas beaucoup. Et là, tu te dis, attends, il y a donc un enjeu dans le secteur public en ce moment. Il y a une subvention de 5 millions de dollars aux Kings de Los Angeles. Il y a des problèmes de logement à Montréal. Il y a des problèmes d'itinérance. Il y a des problèmes des banques alimentaires. Il y a toutes sortes d'enjeux qui devraient convoquer la gauche québécoise, la gauche étudiante. Et non. Ce qui fait en sorte que ces jeunes-là se réveillent à 5 heures du matin pour arriver avec un pick-up sur le pont puis bloquer le pont. Ou alors, ils ont peut-être brossé puis ont fait une nuit blanche. Je sais pas comment ça marche. C'est un conflit qui se déroule à 3000 km de chez nous. Là, tu te dis, il est là le problème de la déconnexion de la gauche. Ben oui. Parce que les Québécois sont pas là. Les Québécois, oui. Ils s'en fichent. Honnêtement, ils ont un pincement au cœur, évidemment, en sachant qu'il y a des enfants qui sont opérés en ce moment dans un hôpital avec un manque de courant. Oui, on a un pincement au cœur, mais ce qui préoccupe les Québécois en ce moment, c'est le portefeuille, c'est l'environnement à la limite. Hein? L'environnement à la limite. Mais c'est pas ça.
Et là, tu te dis, ben, il est là, le problème, ils sont dans une impasse. Ben, tout à fait. Bien, premièrement, là, au-delà de la question palestinienne, israélienne, il y a vraiment des gens qui pensent que c'est en bloquant le pont puis en emmerdant des gens Ouais. que tu vas les mettre de ton bord. Déjà dès le départ, là, tu sais. Moi, je suis assez vieux pour me rappeler, Richard, puis toi aussi. Te rappelles-tu, il y a quelques années, il y avait des papas monoparentales qui montaient sur le pont, ils se perchaient, puis là, ils disaient, je veux garder mon enfant. Je pense qu'il n'y en a aucun qui a vu sa cause être améliorée en bloquant le pont. En 2012, les étudiants, les carrés rouges, quand ils ont bloqué le pont, le lendemain d'un sondage, là, ça venait de baisser. Ça ne fonctionne pas. Comment tu peux penser que tu vas mettre les gens de ton bord en les emmerdant? C'est déjà assez difficile, Christy, de passer de la Rive-Sud à Montréal. C'est l'enfer. Ils vont te répondre qu'ils veulent avoir de l'attention médiatique. Sauf que si tu fais une manifestation au centre-ville de Montréal, tu vas en avoir de l'attention médiatique. Tu vas même avoir des caméras qui vont te suivre, tu vas avoir des journalistes, tu vas avoir des entrevues. Bloquer le pont, c'est l'affaire la plus emmerdante que tu peux faire subir à quelqu'un. Tu sais, quand tu dis ça intéresse pas les gens tant que ça, je vais te le dire, moi, écoute, les textes qui traitent de ça ne sont pas très lus dans les médias. Je le sais, moi, tu sais, t'as des chiffres des fois, puis tout ça, puis si les gens sont pas si intéressés que ça, est-ce que c'est un conflit qu'on a importé? Ben, c'est en plein ça. Puis, je veux dire, au-delà du fait que ça intéresse ou pas les gens, parce que c'est pas comme ça qu'il faut uniquement réfléchir. On s'entend, il y a des enjeux qui n'intéressent pas la majorité des gens, mais qui sont tout à fait importants. Supposons que cet enjeu-là soit quand même très important. Il l'est d'ailleurs. Regarde bien, là. François Legault n'a absolument aucun pouvoir là-dedans. Okay? François Legault, là, il peut pas appeler Benjamin Netanyahou, tu l'as dit hier à ton émission, puis dire « Hey, Benjamin, je m'appelle François Legault. Who are you? » François Legault, ça marchera pas. Et même Justin Trudeau, qui est le chef d'État le plus affaibli du G20. Il n'y a pas de pouvoir non plus. Même s'il dit cesser le feu, ça ne fonctionnera pas. Donc, il y a quand même une part d'ignorance chez ces militants-là de croire que François Legault ou Justin Trudeau peut orienter le cours des événements. Ben oui. Ça ne marchera pas. Donc, vous faites juste chier le monde. Puis ça, ça les éloigne évidemment de leur cause. Écoute, je te pose une question existentielle. Tu sais que les guerriers du Hamas, lorsqu'ils ont perpétré leur massacre le 7 octobre, portaient des caméras corporelles, ils ont filmé leur massacre. Le gouvernement israélien a fait un montage de ces images-là. Ça dure 43 minutes. C'est une vidéo où tu vois 150 meurtres à peu près. Il y a plein de journalistes, entre autres le consulat, l'ambassade d'Israël à Toronto, à Ottawa, ont invité des journalistes à visionner ce vidéo-là. Il y a une journaliste du National Post qui l'a vu, elle a dit c'est épouvantable. Il y a un autre journaliste qui a dit qu'il a eu besoin d'aide psychologique après avoir regardé la vidéo. On m'a offert cette semaine d'aller voir la vidéo en tant que journaliste et j'ai dit non. J'ai dit, je sais que c'est grave ce qui s'est passé. Je le sais, je le lis dans les journaux. Je ne peux pas voir des enfants se faire tirer dessus. C'est pas vrai, m'a capoté. Est-ce qu'il faut aller jusque-là? Je sais pas. Est-ce que tu le ferais? Tu sais, t'as pas envie de donner ton billet à Amir Kadir? Hein? C'est un billet qu'ils t'ont offert, tu peux pas leur filer. Parce que je pense qu'il est là le problème, c'est que je pense que toi, t'as pas besoin de voir ça. Puis moi non plus peut-être, mais moi je suis quand même curieux. Moi j'aimerais savoir ça. Mais il y a des gens qui ont besoin de voir ça. Moi je me protège. Non, parce mais que c'est correct. moi je me sens, je sais que je suis fragile là-dessus. C'est correct, je respecte ça, mais il y a des gens qui ont besoin de voir ça par contre. Il y en a par contre qui sont dans le déni en ce moment-là. Tu sais, les gens qui sont encore en train de dire que la Hamas c'est un mouvement de résistance, que c'est un geste normal en réplique à une violence qui est perpétuée depuis... Non, ça, j'ai envie de dire à ces gens-là, venez voir. Ben, en France, il y a des gens qui disent oui, mais ça, c'est de la propagande du régime israélien. Il y a peut-être eu un montage dans ces images-là. On veut leur faire dire certaines choses, etc. Tu sais, il y a des voix qui s'élèvent. On dit oui, complot, là. Ben, écoute, c'est des voix qui s'élèvent depuis des dizaines d'années. Je veux dire, les complots concernant les Juifs, j'ai-tu besoin de te faire un cours là-dessus? Là? Ça existe depuis des années. Donc, évidemment, quand t'es complotiste puis quand t'es antisémite, c'est la prochaine étape dans ton raisonnement. C'est une possibilité qu'il y ait eu de la propagande. Mais écoute, les images sont arrivées assez vite, hein? Et le récit est arrivé assez vite. On sait que les services secrets israéliens n'avaient pas prévu cette attaque-là. Et dans les heures qui ont suivi, on commençait à avoir des informations. Donc, si c'est de la propagande, c'est allé plus vite que je le pense. OK, ben je vais peut-être
peut-être y aller, tiens, avec Amir Kadir. Tu veux revenir, d'ailleurs, parlant de Québec solidaire, Catherine Dorion qui a réglé ses comptes avec Québec solidaire, et là, les 3 candidates au poste de co-porte-parole ont pris la parole pour défendre Gabriel Nadeau-Dubois. Ouais, puis ils ont accordé une longue entrevue au Devoir qui a été vraiment bien menée par le journaliste. J'aime ça le faire, là, le dire quand les journalistes font bien leur travail. Ouais. Et ils ont défendu Gabriel Nadeau-Dubois, évidemment, même si, je veux dire, peut-être qu'on peut imaginer qu'elles ont aussi des problèmes avec lui, mais là, dans l'espace public comme ça... Ils ont dit qu'il n'est pas parfait. Il n'est pas parfait. Ben, personne n'est parfait de toute façon. Mais moi, ce qui m'a vraiment intéressé dans cette entrevue-là, c'est le point de vue, tu sais, je suis un indépendantiste, sur l'indépendance. Donc, une de ces 3 filles-là deviendra la prochaine porte-parole, co-porte-parole féminine de Québec solidaire. Et on le sait là, depuis déjà cet été que ce ne sont pas les... Enfin, que c'est assez étrange, là, leur point de vue sur l'indépendance. En tout cas, c'est un point de vue qui se distingue. Et là, ils ont eu l'occasion de le préciser. Donc, Émilie Lessard-Terrien, elle dit « Je ne veux pas aller chercher du pouvoir à Ottawa pour l'emmener à Québec. Moi, le pouvoir que je vais chercher à Ottawa, je vais le répandre dans le Québec, dans les municipalités, dans les villes, dans les régions. » Parce que c'est une fille du Témiscamingue. C'est une fille qui a constaté, en grandissant et en travaillant comme députée là-bas, que les régions sont desservies, qu'elles ne sont pas écoutées. Je pense que ça part d'un sentiment noble. Sincère, là, et un bon sentiment qui est bien dirigé. Mais moi, je sais pas, j'ai pas envie d'aller me faire un pays pour avoir un gouvernement à Québec qui est faible. Je veux un gouvernement à Québec qui est fort. Donc, je sais pas si ce point de vue-là va vraiment convaincre les gens à l'interne. Christine Labrie, c'est la moins indépendantiste des 3. Elle dit, j'étais même pas indépendantiste il y a 10 ans, c'est Jean-Martin Hossan qui m'a convaincu. Ouais. Et pour moi, l'indépendance, c'est un véhicule, c'est un moyen d'obtenir un projet de société de progressiste. Mais le problème avec cette opinion-là, là, ce raisonnement-là, c'est que, OK, tu fais l'indépendance avec Québec solidaire, une société de gauche, les temps avancent, les temps passent, et là, 10 ans plus tard, les gens sont plus à gauche au Québec, ils veulent un gouvernement de droite, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on retourne dans le Canada? Ben oui. Tu sais, c'est ça l'affaire. C'est que... Pierre Falardeau, il dit, l'idée, c'est de devenir un pays. Après ça, comme tous les autres pays, on se donnera des fois des gouvernements de gauche, des fois des gouvernements de droite. Hein, on va être puis René Lévesque dit, devenir un pays, c'est devenir une société normale. Mais une société normale, c'est pas une société de gauche, là. Ni même une société de droite. C'est une société qui est à gauche, qui est à droite, qui est à gauche, qui est à gauche, qui est à droite. Ben oui, voilà. Et Ruba Gazal. Moi, Ruba Gazal, là, j'ai vraiment un problème parce que je pense qu'elle est bien... intentionnée. Elle a une posture honorable. Hein? Elle veut rassembler les immigrants autour du projet souverainiste. Mais elle est dans un déni de réalité total et ça m'agace parce que si elle était seulement dans un déni de réalité, ce serait correct. Mais là, elle blâme ceux qui ont constaté la réalité. Elle les blâme de le dire et de l'affirmer. Donc, elle dit, par exemple, moi, quand je suis arrivé au Québec, elle est d'origine palestinienne, elle dit, quand je suis arrivé au Québec, le projet indépendantiste, c'était un plus beau projet, c'était inclusif, c'était rassembleur. OK, mais pourquoi les immigrants ont voté non au référendum de 80? Pourquoi ont-ils voté non au référendum de 95? Pourquoi, en ce moment, à Québec solidaire, 35% seulement des sympathisants, donc des électeurs, sont pour le Québec dans le Canada? Elle répond à cette question-là. Elle dit, parce que nous, notre projet, il est pour les minorités, pour les majorités. Ah! Donc, c'est les minorités qui font baisser le oui à l'intérieur de QS. Donc, votre raisonnement ne fonctionne pas. Ben oui. Et tu sais, il y a une incompréhension autour du déroulement des 30 dernières années au Québec. On n'arrête pas de dire la souveraineté n'intéresse pas les immigrants depuis le discours de Parizeau. Le discours de Parizeau, c'est après le référendum. C'est pas avant. Pourquoi les gens ont voté contre? Pourquoi les immigrants ont voté contre l'indépendance? Ils n'ont pas voté après le discours, ils ont voté... C'est ça. Puis s'il a tenu ce discours-là, c'était parce que les faits démontraient qu'il y avait véritablement un vote ethnique. Ben voilà. Qu'ils votaient en bloc pour le non. Tu sais, je veux dire, moi, je trouve que je le répète, c'est une posture honorable. J'aimerais vraiment ça, être en mesure de dire, je veux faire un projet pour tout le monde. En fait, c'est un projet pour tout le monde, mais je l'ai déjà dit ici. Je pense qu'il faut faire la souveraineté et c'est par la suite que les immigrants vont venir nous voir parce qu'on va être devenus des winners, puis parce qu'on va se tenir debout, puis parce qu'on va habiter notre maison. Mais avant ça, c'est normal que les immigrants votent en majorité contre l'indépendance. Leur pays premier, c'est le pays d'où ils viennent. Hein? Souvent, vous leur parlez, là, vous dites, t'es quoi, toi, Marocain, Canadien? Ah, OK, d'accord. Et leur deuxième pays, c'est le Canada. Et si tous les peuples ont le droit de dire nous, pourquoi on n'aurait pas le droit de dire nous autres? Ça, c'est la grande question. Ça, c'est la grande question à laquelle répondait si bien Carl Tremblay. Hein? Et les cowboys fringants. On disait nous, et tout le monde était là. Et eux, ils avaient tout compris. Ils avaient compris que le Québec post-référendaire, c'était un Québec ticoun, pas bien dans ses shorts,
sermonner, engueuler, qui n'étaient pas capables de dire nous. Alors, ils ont dit, on va jamais les engueuler. On va jamais leur dire qu'ils sont des nuls. On commencera pas nos shows en disant qu'on est sur un territoire autochtone non cédé, qu'il y a du racisme systémique au Québec. Vous les avez jamais entendus dire ça. Hein? C'est vrai qu'il était de gauche, mais pas de la gauche niaiseuse. C'était une gauche aimante. C'était une vraie gauche. Une gauche qui disait, on est bien, on va danser, on va avoir du fun, on va boire de la bière. Invite ton pire ennemi, invite ton beau-père au party. Puis tu vas sortir de là, bras dessous. Ça va être une belle soirée. Est-ce que tu as été touché, bouleversé par la disparition de Carl? Moi, je suis pas un brailleux dans la vie, OK? Vraiment, là, j'ai pas pleuré aux funérailles de ma grand-mère, puis il y a des gens qui se sont posés des questions. Mais j'ai presque pleuré cette fois-ci. T'avais l'œil humide. J'avais l'œil humide parce que moi, je suis de cette génération-là. Ils m'ont fait grandir, les Cowboys fringants. J'ai mes premières bières, puis mes premiers shots de whisky, c'est avec eux. Mes premiers automnes, mes premiers hivers, mes premiers trips de char, mes premiers voyages en avion, ils ont toujours été là. Et je reviens à cette notion-là. Moi, je suis un gars qui a rencontré la politique par la voie de la gauche. Moi, je suis entré par la gauche. Je suis entré par Pierre Falardeau, par Michel Chartrand et par les Cowboys fringants. Puis par la suite, je me suis rendu compte que la gauche, elle nous aimait plus. Elle aimait plus le peuple. Elle nous engueulait, elle nous tapait ses doigts, elle nous disait t'es un nul. Puis eux, ils ont continué de nous dire non, vous êtes beaux, en fait. Très bonne analyse, Rémi Villemure. Merci beaucoup. Merci, Richard. Merci, bon week-end.